Nouvelle vidéo. Enfin, il était temps. Ça fait, je suis en retard de 15 jours tout simplement, hein, au lieu d'en avoir une il y a 15 jours, le vendredi, j'ai pas pu. Ce que je vous présente comme vidéo, c'est plus une vidéo de domotique, c'est autre chose, c'est un peu d'électronique, un peu d'impression 3D, plusieurs mélanges. Simplement, j'ai eu beaucoup de soucis avec, c'est une vidéo que j'ai commencé déjà en 2020 en réalité, je peux la sortir que maintenant. Tout simplement parce que je m'étais d'abord interrompu pour faire toutes les Lidl Smart Home. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de soucis pour la réaliser, des problèmes d'électronique et surtout des problèmes avec l'imprimante 3D qui ces derniers jours m'a fait beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes d'impression. Mais finalement, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. Donc ça sortira quand même le vendredi. J'espère à 18h, quelle heure il est là, parce qu'on est vendredi, il est 16h33, donc le temps de finir le montage derrière, j'espère que ça ira. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un petit montage électronique, un lecteur RFID. Donc, lecteur RFID, c'est pour lire des badges comme. Attendez, je vous montre ça. Hop, voilà. Un badge RFID, ou plus souvent, c'est sous cette forme-là qu'on les voit. Hein. C'est des. Donc RFID, grosso modo, il y a une carte à l'intérieur et elle est alimentée par un champ d'énergie proche qui lui permet de d'envoyer ou d'écrire quelques valeurs. On va s'en servir comme identifiant, c'est-à-dire qu'on présentera un badge pour déclencher quelque chose ou pour identifier une personne. On va tout faire, c'est-à-dire qu'on va créer l'électronique. Donc ici, on ne va pas créer un lecteur RFID de zéro, on va prendre une carte qui lit les RFID, on va prendre un Arduino pour pouvoir brancher ça dessus. On va concevoir le circuit, on va le souder. Derrière, on va concevoir le programme qu'on va mettre dans l'Arduino, le programme côté serveur, côté ordinateur plutôt. Dans un premier temps, d'ailleurs, on le fera avec un programme de test, puis on l'intégrera dans un programme déjà existant. On va l'intégrer dans mon logiciel, la solution AOU. Même si à terme, je n'utiliserai pas ce lecteur dans la solution AOU, le code qu'on va utiliser sera celui que j'utiliserai avec des lecteurs du commerce. Le lecteur qu'on va fabriquer, lui, je m'en servirai plus pour du loisir qu'en situation réelle. Et enfin, on va faire le boîtier, donc avec de l'impression 3D pour faire un boîtier qui soit à la fois propre et puis joli. Eh bien, c'est parti! La leçon 21 du kit, c'est celle du RFID. Donc à l'intérieur, on nous dit qu'il nous faut un Illigo Mega 2560 R3 que vous voyez juste à côté, un module RC522 RFID qui est fourni dans le kit et les câbles mâle-femelle. Donc il présente le composant, on s'en fiche un petit peu, grosso modo c'est un lecteur de RFID, ce il y a plusieurs façons de fonctionner, hein. Notamment ici ça va être du SPID, on a un très classique aussi, l'UERT, ici, le RS232. Bon, alors il y a une connexion, un câblage. Je ne vais pas vous le détailler, on s'en fiche un petit peu pour le moment. Là, le schéma, le diagramme de câblage, donc vous pouvez voir sur la vidéo comment c'est câblé, hein. Ici, l'alimentation, alors je vais mettre mon doigt de l'autre côté, le positif, le négatif. Ici, ça sert de bouton reset. Et ça, ce sont les câbles de contrôle correspondant au schéma qui est indiqué, que je ne détaillerai pas, c'est pas vraiment l'intérêt. C'est plutôt la partie code qui m'intéresse. Ensuite, ils nous demandent de télécharger, de prendre leur programme. Donc leur programme, il est ici. Hop, je le charge avec l'Arduino. Je ne vais pas le charger avec mon environnement habituel. On va faire simple ici. Donc voilà, donc c'est un bout de programme. Il n'est pas très très long. On voit quoi à l'intérieur? On voit qu'ils incluent deux librairies, une SPI pour utiliser l'SPI qui doit être en standard et une spécifique pour le composant qui doit certainement être fourni avec. Et puis on définit certains composants, notamment le pin de reset et le SS pin. Si je regarde ici, ça correspond aux numéros qui sont là, c'est les numéros du méga, hein. On le voit bien sur mon exemple. Le reset, il est bien ici, hein, en 5. Et le SPID, c'est le 53, c'est le tout dernier qui est ici. Donc ça me semble bon. Bon, alors après, ce que ça initialise le port série, ça initialise le SPID et ça initialise la librairie.
Ok, ensuite ça fait une boucle de lecture. Ça c'est un commentaire. On a une boucle. Tant qu'on attend la détection d'une carte et qu'on est en lecture, bah, on fait une pause. Quand il a réussi à lire, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer une information UID sur l'objet et puis il va écrire les bytes un par un. Donc il y a une boucle, hein. En réalité, on va voir ici, c'est les cartes que je vais utiliser. Il y a, je crois, il y a une quinzaine de, de lignes, hein. C'est un peu comme si des fichiers, enfin c'est les nombres. Il y a n nombres qui sont inscrits sur la carte. Donc il va les lire et il affiche en hexa les données. Bon, après c'est de la gestion. Alors, si on va brancher et exécuter ça, alors parce que là je ne l'ai pas branché, hop, voilà, hop. Alors avant, il faut s'occuper de la librairie. Qu'est-ce qu'ils disent dans le truc? Euh, téléverser la carte. RFID. Donc elle est ici. Hein, je fais semblant, mais en réalité je le sais très bien, je l'ai déjà fait avant. Hein. Voilà la carte qui est fournie ici, RFID, et donc il faut de la téléverser. Alors là, je pourrais pas le faire puisque je l'ai déjà fait, mais sinon vous avez le inclure, ajouter une bibliothèque zip, et sinon, bah, comme d'habitude, vous pouvez aller la chercher dans les bibliothèques euh, de l'Arduino. Hein. Si je fais 522, on la voit, ça doit être celle-là, je pense. Hein. Ah ouais, elle est installée, c'est celle-là. Donc voilà, elle est fournie en standard. Bon, maintenant que c'est branché, je vais vérifier que je suis sur le bon modèle de carte. Oui, c'est ça. Et le port, bah, c'est le port comme 3 ici, celui de la carte. C'est super. Donc je téléverse. Il compile le croquis, il envoie. Voilà, ça doit être fait. Je vais afficher le moniteur système, moniteur série, pardon. Et on va présenter une carte. Voilà, alors c'est long, il faut que je la maintienne, sinon je vais avoir une erreur. On va me dire d'habitude c'est pas comme ça, mais c'est l'affichage en fait qui est long par le série, hein. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc là on va voir, je vous ai dit 15 blocs, effectivement 15 secteurs, 15 valeurs, et on voit toutes les valeurs qu'il a lues. Alors on va pas le décrypter parce que ça a peu d'intérêt. On peut stocker pas mal de choses sur le RFID, mais nous ce qu'on va stocker c'est uniquement un identifiant, parce qu'on va vouloir identifier les personnes par un badge. Donc il y aura un numéro sur le badge, et puis on servira de ça uniquement. Donc c'est gentil, mais j'ai pas le numéro là. Alors c'est certainement celui-ci. Hein. On voit, j'ai un numéro ici, qui commence par B9. On va essayer avec une autre carte. Donc je présente une autre carte. Voilà, alors on voit, c'est tout vide aussi au début, pareil. Et en 0, effectivement, on a un autre nombre qui commence par 7701. Donc c'est pas le même. Alors ce qui serait bien, c'est de pouvoir avoir un truc qui nous donne ça directement. Donc pour ça, on remarque, je crois que c'est au début de la librairie, ici, voilà, pas de la librairie, du programme. Pour plus d'informations, vous pouvez aller là. Hop, et ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a des exemples sur le truc GitHub, et il y en a plein. Notamment, il y a un read NUID qui permet d'aller lire certainement l'UID. On le télécharge, alors je vais pas le refaire, je l'ai déjà fait, hein. Donc je vais fermer celui-là, celui-ci. Voilà. Donc, bah, c'est le même, sauf que ici, vous voyez, ici, il y a un Arduino 9 10 pins, et en fait, par défaut, quand je l'avais téléchargé, ici, il y avait 9 10. Là, on est sur l'Arduino Mega, donc c'était bien le 553, hein, c'est ce qu'on a mis de toute façon. Hein. Donc 553 que j'ai modifié ici. À part ça, j'ai pas modifié le reste. Regardons un peu comment ça fonctionne. Alors, initialise le port série, initialise l'SPI, la librairie RFID. Et ensuite, on va dans le loop. Et dans le loop, on a simplement, tant qu'on n'a pas une carte de connecté, on dégage. Et au passage, il faut le read card serial également. Hein, c'est-à-dire qu'ici, une fois on a une carte qui a été présentée, ok, est-ce qu'on peut lire un RFID NUID dedans, hein, parce que c'est pas forcément le cas, on peut présenter une carte qui réagit mais qui est pas sous ce format-là. Et ici, donc s'il l'a lu, il indique le type en allant chercher alors une information, je sais pas trop où il va la lire à l'intérieur, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est bah, ici, c'est en fonction du type en fait qu'il a lu, il va aller chercher. Voilà, on voit ici byte 0, 1, 2, 3, 4, les valeurs. Et il va m'afficher les cartes. Hein. Une nouvelle carte a été détectée et il affiche les éléments. Je rentre pas encore trop dans le détail, hein, parce que encore une fois, l'Arduino, c'est pas la partie qui va m'intéresser au final. Donc je vais la téléverser.
Voilà, ça prend un petit peu de temps. Il a compilé, il envoie. Hein, 203 octets, c'est bon. Et je vais, comme tout à l'heure, ouvrir le moniteur série, puisqu'on a vu qu'il écrivait dessus. Donc voilà, using the following key, et je représente la première carte. Voilà. Et effectivement, on avait une carte qui commençait en B9A tout à l'heure, on le retrouve ici. Et si je monte l'autre carte, c'était, je sais plus, 0,7, un truc comme ça. Hop. Non, pas 0,7, 77,01. Voilà, et effectivement, on a réussi à lire de nouveau la carte. Alors là, j'ai fait les tests avec les éléments, les cartes qui sont fournies avec. J'ai essayé avec des clés du commerce, j'ai essayé avec celles du bureau, j'ai essayé avec celle dojo de la ville. Tout ça, ça fonctionne. J'ai essayé avec la carte du club d'informatique, Ordilers, et ça n'a pas fonctionné. Bon, elle n'a pas le même format, je suppose que c'est pas du RFID dedans. J'avais fait les premiers essais sur un Arduino Mega que vous voyez ici. Hein. C'est beaucoup trop gros pour être intégré dans le petit boîtier pour un petit lecteur. Et puis surtout, il y a plein de pins et de fonctionnalités complètement inutiles. Donc on va utiliser ici un Arduino Uno, hein, qui est installé ici. Je vous ai également, donc le lecteur RFID, il est ici. Voilà. Je vous ai mis aussi une petite LED RGB ici, qui va nous permettre de voir en fait l'état avant d'aller regarder ce qu'il y a sur l'ordinateur. J'ai mis un petit cache noir ici parce que sinon sur la caméra on ne voit rien. Alors on va essayer ça. Donc le code est relativement simple, on le verra après. Ici sur la partie électronique, tout simplement la carte RFID, elle est branchée, elle est alimentée bien sûr, et mise à la masse. Et on utilise ici tous les pins supérieurs de l'Arduino. On va voir comment dans le code C ultérieurement. Également ici la LED, elle est connectée ici sur les trois pins ici inférieurs et elle est alimentée en positif et reliée à la masse. Attention, elle est à anode commune. Au début, je pensais que c'était une cathode, comme c'est souvent le cas, une cathode commune. Donc c'est pour ça que c'est branché un peu à l'envers. Hein. J'avais fait le circuit pour avoir le négatif de ce côté-ci et le positif de ce côté-là. C'est le contraire. Donc j'ai bien mis l'anode ici au plus et chaque cathode va donc renvoyer, chaque pin aura donc une valeur inversée. Donc tout 0 pour avoir blanc, et tout à 255 pour avoir noir, et toutes les nuances intermédiaires bien sûr. Alors je vous montre, je retire 2 secondes le petit cache. On a 3 résistances derrière, hein, parce que voilà, la LED, il faut bien la protéger un petit peu. Alors, comment ça va se passer? On va pas voir encore pour le moment le code lu sur l'ordinateur, on va simplement présenter une carte, et s'il la détecte, il va se passer quelque chose. Il va la mettre la LED en vert s'il a réussi à la lire, peu importe que ce soit une valeur correct ou pas, c'est pas le travail du lecteur. Le lecteur, il lit, il envoie à l'ordinateur, donc il dit, lui il dit, moi j'ai bien lu. Hein. Donc il passera en vert quelques instants. Et si c'est pas la lire, il passe en rouge. J'essaie avec l'autre pour voir. Voilà, elle est bien verte. Voilà, là c'est bien vert. Ça reste pas très longtemps, mais ça c'est normal. Je réessaye celui-ci. Il est passé au rouge. Voilà, vert. Donc ça dépend vraiment comment on la présente. Voilà, on va passer à la partie code. Alors pour la version finale du logiciel qui va être embarqué dans l'Arduino, c'est grosso modo ce qu'on a déjà vu avant. On va juste voir un petit peu la partie LED que je vous avais pas encore montré côté Arduino, côté code pardon. Mais bon, c'est grosso modo le même programme que le NUID RAID que j'avais téléchargé en bibliothèque d'exemple, que j'ai légèrement modifié. Donc premièrement, on a ici le pin esclave et le pin de reset qui sont mis sur le Arduino Nano. J'ai également donc les 2 librairies qui sont toujours inclus. J'ai défini des pins pour ma LED RGB. Donc le pin qui pilote le bleu, le vert et le rouge. J'ai défini ici un inverted parce que, comme je vous rappelle, on a cathode ou anode. Selon le mode, on va fournir des 0 ou des 255 pour le noir et inversement. Donc ici, comme je suis inversé, j'ai mis une variable inversée et la fonction qui fait l'affichage fera la version tout seul. Comme ça, si jamais je veux faire le même montage mais avec une cathode commune, j'aurai qu'à inverser la valeur du booléen. Ensuite, j'ai défini également des délais qui vont permettre de temporiser quand on va présenter des cartes. Et j'ai un mode debug ou pas debug qui va me permettre d'afficher les éléments à l'écran pour la partie débugage. Et une fois que ce sera au point, simplement, j'aurai plus à le faire. Donc, allons-y.
Première chose, alors ça c'est l'instance, les variables, donc les mêmes que la dernière fois, hein, l'instance de la bibliothèque de lecture des MRC là, 522, et la clé MyFair. Donc la clé qui permet d'indiquer quel est le type de carte que je vais lire. Alors, j'ai ajouté un petit tableau qui contient la carte lue, de façon à ce qu'on puisse, quand on puisse la représenter, on puisse savoir si c'est la même ou pas. Hein, histoire de dire que je reçois une carte, est-ce que c'est la même ou pas? Je vais le permettre, mais avec un petit délai entre deux. On pourra représenter la même carte, mais seulement au bout d'un certain temps. De suite, hein, bien sûr, si on présente une autre entre deux, ce sera ignoré. Et ben pour ça, j'ai besoin de savoir quand a été lue la dernière carte. Alors, le setup, donc ce qui permet d'initialiser. Démarrage du port série sur 9600 baux. J'affecte mes pins pour la LED RGB en output. Je l'éteins en low. Et puis j'ai mis une petite fonction d'initialisation pour dire que c'est en train, on est dans le setup, quoi, on est en train d'initialiser. On verra après, ça va être juste une couleur, hein, de toute façon. Ensuite, le démarrage du bus SPI et l'initialisation de la librairie. On spécifie la clé pour indiquer quel type de carte on lit. Alors j'ai besoin de l'enregistrer, la carte précédente, je mets à 0, pour dire qu'au début, on n'a pas encore lu de carte. Et j'indique la dernière lecture de carte, c'est maintenant, enfin c'est l'initialisation, il faut plus bien partir d'une valeur par défaut. Donc millis, c'est la fonction Arduino qui permet de connaître en millisecondes le temps actuel. Alors en mode debug, je vais afficher les informations pour dire voilà, je suis en train de faire un lecteur MyFair, blablabla, j'utilise la clé suivante et puis c'est tout. Hein. Donc évidemment, je le mets qu'en mode debug parce qu'en mode d'exploitation, si j'ai un programme qui tourne derrière pour utiliser ça, il va pas comprendre ce que c'est, donc on l'utilisera pas. Ensuite, la loupe, donc le programme principal. Comme avant, alors il commence par mettre la LED en lecture. On va mettre une petite couleur, on va mettre un bleu, je crois, pour dire qu'on est en attente. Voilà, on est en attente d'une carte. On attend donc de lire une carte. Si on l'a pas lu, return. Donc la loupe, elle continue indéfiniment. Comme avant, on va lire la carte. Si la carte elle n'a pas pu être lue, si elle a eu un problème en fait de lecture de la carte, on va indiquer qu'il y a une erreur, on va attendre un petit moment et on va retourner pour lire la carte suivante. Donc la LED d'erreur, ça va mettre la LED en rouge, bien sûr. Ensuite, la récupération du type de carte, c'est le code d'avant, donc il va aller vérifier le type de carte que c'est. Je n'affiche les informations à l'écran, cette fois, enfin en série plutôt, que si on est en mode debug. Encore une fois, pour ne pas perturber un vrai programme qui s'exécuterait derrière. Ensuite, on vérifie le type de carte, est-ce que c'est le bon? Si c'est le bon et qu'on est en debug, on l'affiche. On vérifie que c'est un type de carte supporté et on va lire la valeur. Qu'est-ce que je fais? Non, pardon, la valeur on l'a déjà lu. Là, on lit les octets et puis on récupère le temps. Comment dirais-je? Le milli, donc le temps actuel, moins la dernière lecture, est-ce qu'elle est supérieure au dead time? C'est mon premier délai qui permet de dire est-ce que j'ai le droit de présenter une carte de nouveau ou il fallait attendre encore un petit peu. Et donc là, avant, c'est pas la récupération, c'est la comparaison par rapport aux valeurs de la carte précédente. Donc est-ce que chaque octet est différent ou pas? Parce que si les octets sont pas différents, j'ai rien à faire. Sinon, donc si on est OK, donc j'affiche toujours en mode debug qu'une nouvelle carte a été détectée. Je stocke les nouvelles valeurs dans la variable, et puis je mets à jour le temps. Ensuite, si on n'est pas en mode debug, si on est en mode de fonctionnement réel, je ne fais qu'envoyer dans le port série les valeurs de la carte sous format hexadécimal. C'est-à-dire que je vais afficher sous forme de chaîne de texte avec des lettres, des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F, sans espace ni rien. Et puis je fais un println de guillemets, c'est pour faire un retour à la ligne. Parce que je vais considérer dans le code de lecture, comme je le faisais avant, que c'est les retours à la ligne qui séparent les lectures. Les valeurs, pardon. Sinon, j'affiche tout à l'écran, sur le port série, je veux dire, j'affiche des informations lisibles pour un humain. J'indique que la LED est OK, on a su lire la carte. Je fais un petit délai pour qu'on voit bien la carte, le fait que c'était bon. Et puis ensuite, terminé. Donc, bon. Alors ça, c'était le note, c'était le else, pardon. Sinon, si la carte était déjà là et qu'on est en mode debug, j'affiche que c'était lu précédemment.
Ça, c'est le nettoyage des ressources et c'est terminé. Ensuite, on a les fonctions de LED. Donc, on avait LED init, LED wait, LED error, LED OK, LED read. Et bah, tout ça, ça appelle LED color avec des valeurs RGB différents. Et la LED color, elle ne fait que les afficher en analogue sur red, green et blue. Et simplement, si on est inversé, bah, il faut inverser la valeur. Donc, le rouge, le vert et le bleu, on fait 255 moins la valeur qui est fournie. Comme ça, on ne s'occupe pas si c'est une anode commune ou une cathode commune, il suffit de changer le booléen au début du programme. Ensuite, on a quelques programmes d'aide, donc l'impression en hexa. Bon, bah, pas besoin de rentrer dans le détail, hein, c'est une boucle et puis on affiche les valeurs une par une. Voilà, c'est tout. Donc ça ressemble grosso modo au programme d'avant. Hein. Les grosses modifications, c'est la gestion de la LED et puis le fait qu'on conserve la carte, qu'on regarde la valeur précédente, qu'on a un timer avec un délai. Et puis évidemment, quand on est en mode debug, on affiche les informations sur le port série. Si on n'est pas en mode debug, on affiche que les données de la carte. Nous voici côté serveur en quelque sorte. On va écrire la partie qui va écouter le port série et qui va réagir en fonction de la carte. Bien sûr, moi le but à terme, et c'est ce qu'on verra après, c'est de l'intégrer dans un programme existant, en l'occurrence ma solution. Ici, je l'ai écrit sous un programme de test. En programme console. Comme je vais l'intégrer dans une solution qui est en .NET classique, bah, j'ai écrit ce programme-là en .NET classique. On fait pareil avec du .NET Core ou un autre langage. De toute façon, le principe est exactement le même. Donc j'ai besoin d'aucune librairie particulière, hein. J'ai pas ajouté de référence, hein, c'est un programme console standard. J'utilise très peu de namespace. Hein. On a deux variables qui sont définies. La variable serialport qui est le type serialport, c'est system.io.port.serialport, donc c'est en standard, il n'y a rien de particulier à importer. Et j'ai également mis un dictionnaire, c'est le dictionnaire qui va comprendre mes cartes, c'est mon annuaire, hein, pour agir en fonction des cartes. Donc, grosso modo, la clé ici, ce sera le numéro de la carte. Le nom, ce sera le nom de la carte, carte blanche, carte badge bleu, tout ça. Et ici, un booléen pour dire si l'accès il est autorisé ou pas. On a, alors le programme principal ici, c'est rien du tout, hein, c'est parce que c'était pour pas travailler en statique. Hein, j'ai instancié une instance de programme et je l'ai lancé. Donc le run, qu'est-ce qu'il fait? Il va construire mon dictionnaire pour créer la carte blanche et le badge bleu. Hein. J'accepte la carte blanche et je refuse le badge bleu dans mon exemple. Et bien sûr, je refuse toutes les cartes qui ne sont pas reconnues, hein, qui ne sont pas dans l'annuaire. Donc ensuite, j'ai une fonction open, on verra après, qui permet d'ouvrir le port série, et je m'abonne à un message data received qui va être appelé à chaque fois qu'on reçoit des données sur le port série. Et ensuite, là, c'est la boucle pour dire qu'on est en attente. Donc ça dépendra du programme dans lequel on est. Ici, c'est un programme console, j'ai juste fait une petite boucle de rien du tout. Hein. Le while key n'est pas égal à key, là, à Q. Dans un autre programme, ce sera autre chose. Donc le open, comment il est fait? Le open, eh ben, on fait un new sur serial port, on lui dit le port, donc là, moi, sur ce PC-là, c'est en COM8, et la vitesse de transmission, ici en 9006, et on fait simplement un open dessus. Ensuite, on efface tout pour être bien propre au début, discard out buffer et in buffer, et puis on affiche que le port a été ouvert, et puis au passage, on indique le nom du port. Si par contre on n'a pas réussi, on dit qu'on n'a pas réussi à l'ouvrir, et puis on propage l'exception. D'ailleurs, le E sert à rien ici, mais ils ont fait comme ça. Bon, ça c'est pas très joli ça. C'est un copier-coller, hein, je ne l'ai pas écrit. Ensuite, le data receive, donc quand il y a des données qui arrivent, je demande à lire une ligne, et je fais un trim. Hein. Comme ça, comme on a vu que j'envoyais tout avec des /n ligne par ligne, c'est très simple à lire et il n'y a pas besoin de faire de code plus compliqué que ça pour analyser. Sachant que je vous ai dit que j'allais travailler par des empreintes de cartes, c'est-à-dire que je vais utiliser la carte telle qu'elle est lue. Je vais l'utiliser en texte. Et donc une fois que je l'ai lu, j'appelle la fonction processLine qui dépendra du programme dans lequel on est. Ici, pour l'exemple, le processLine, j'ai mis qu'il y avait une nouvelle demande d'accès, je vais retirer le petit espace ici, je regarde, est-ce qu'elle est dans mon dictionnaire, hein? Si elle n'est pas dedans, je dis que c'est une carte et un badge inconnu, j'affiche le numéro, et j'indique un accès refusé. Par contre, si elle est dans mon dictionnaire, je la récupère dans mon dictionnaire, j'indique de quelle carte il s'agit, je remets le numéro au passage, ça c'est pour information, normalement on ne le ferait pas, c'est pour débugger, et j'indique si c'est autorisé ou pas en fonction de la valeur de la carte que j'ai récupérée dans le dictionnaire.
Très bien, on va lancer ça et on va regarder ce que ça donne. Le programme est lancé, on voit qu'il nous a mis sur le port comme 8 comme demandé et qu'il nous affiche le petit message pour quitter. Donc je vais commencer par présenter le badge blanc, celui qui est censé être autorisé, la carte blanche. Donc je la présente. Voilà, nouvelle demande d'accès, carte 77017A62, accès autorisé. Je la représente, hop, voilà, il me la reprend, je la représente tout de suite, il ne la prend pas. Voilà. Je vous montre la deuxième. Donc je vais présenter le badge bleu. Voilà. Donc nouvelle demande d'accès, badge bleu, on a le numéro et il m'indique accès refusé. Et pour bien vous montrer que ça fonctionne, je vais vous présenter un badge autre. Hein. J'ai d'autres badges, du badge. Alors voyons voir, par exemple celui-ci. Voilà, nouvelle demande d'accès, carte badge inconnue. C'est bref, le numéro, accès refusé. Je crois que j'en ai une autre, on peut éventuellement présenter la deuxième. Hop. Voilà, c'est encore un autre numéro et on voit accès refusé, c'est toujours une carte ou un badge inconnu. Nous voici dans Visual Studio, donc dans la version de mon logiciel professionnel. Alors je ne vous montre pas l'explorateur et tous les fichiers, tous les projets qu'il y a à l'intérieur. Je vous montre simplement ici une classe que j'ai créée de type qui s'appelle RFID Tag Reader, c'est un lecteur. Ça implémente eDisposable et eIdentity Reader, donc ça c'est à moi, hein. C'est ce que j'utilise dans l'application. Dedans, je dois définir le type de carte en constante que je vais renvoyer, puisque je gère plusieurs types de cartes et pas seulement du RFID. J'ai déclaré le port série qu'on avait dans le programme de test. Et ici, j'ai deux événements qui viennent de l'interface Identity Reader pour quand une identité est présentée et une identité est retirée. Une identité, pour moi, c'est le numéro de la carte, hein. En fait, je considère que c'est quelque chose qui permet d'identifier une personne. C'est pas forcément un numéro, un identifiant, ça peut être quelque chose de codé, peu importe. C'est une empreinte d'identité en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de beau là-dedans ? On a ici un constructeur qui prend le nom du port qu'on va utiliser et par défaut la vitesse. Alors je l'ai mis en 9600 par défaut. Donc ça consiste grosso modo à créer le serial port et à mettre les deux valeurs à l'intérieur. Puis on fait un open, s'il y a un problème on fait un close. Donc ici on renvoie directement l'exception, ce sera géré par le code qui est en dessous que je ne vais pas montrer ici. Et à la fin on s'abonne à l'abonnement data received sur une méthode. Comme vous voyez c'est exactement la même chose que ce que j'avais fait dans l'autre programme. D'ailleurs, on va regarder le open et le close, mais ce sont les mêmes. Alors, on va regarder le open d'abord. Le open, il est où? Le open, il est ici. Donc voilà, sur le serial port open et le discard des buffers. C'est tout. Le close, si c'est ouvert, hein, il va faire un discard et il va faire un close. Sinon, il ne fait rien de particulier. Et j'ai implémenté la classe en eDisposable pour que le dispose appelle close, tout simplement. Hein. J'ai également une petite fonction ici name qui renvoie le nom, un nom utilisable pour mes interfaces. Hein. Donc là, c'est le port avec le nom du port et la vitesse hein, qui est dedans. Il nous reste alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? La lecture, le data received. Le data received, qu'est-ce qu'il nous fait? Il récupère. En fait, c'est un copier-coller de la version que j'avais fait en programme de test. Hein. Donc on reçoit un événement, on le caste en serial port, on lit la ligne, on fait un petit trim, et si l'événement identity presented, donc avant j'avais un process line là je fais plutôt aussi l'événement identity presented, il y a quelqu'un d'abonné, je vais invoquer l'événement en passant ma classe, et un identity event args qui est quelque chose qui prend deux choses, l'identité que j'ai lue, ici, l'empreinte d'identité, et le type de carte que j'avais mis en constante. Hein. Ici, j'avais mis RFID tag. Voilà. Alors, il y a d'autres petites méthodes, mais elles ne servent pas à grand-chose. C'est juste que j'ai une méthode qui permet de récupérer cette classe-là à partir de la config. Elle va juste regarder si la valeur elle existe dans les settings de l'application. Dans ce cas-là, elle le crée avec cette valeur-là. Sinon, en fait, le create ici, qui est en dessous, il va renvoyer un nul. Hein. Vous voyez, on fait un new PDF reader avec port name et beau. Le beau est 9600, celui qu'on avait l'équivalent de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, on reçoit le reader. Et s'il y a un problème, on renvoie nul. Et ce sera le code derrière qui va regarder s'il y a nul. Il ne va pas gérer ça. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, c'est grosso modo la même classe que celle qu'on avait vue en test. Simplement, elle implémente une identité et elle envoie des événements à la place d'écrire sur la console. Sinon, c'est exactement la même chose.
Côté utilisation, donc là c'est du Windows Form, hein, c'est un bête client qui tourne dans le système tray, la zone de notification de Windows, et qui fait vraiment pas grand chose. J'ai déclaré donc un lecteur de ce type-là ici dans les champs de la classe, les membres. Pourquoi le déclarer ici? Ben, tout simplement parce que j'ai besoin que ça soit conservé dans tout le scope de la fenêtre, tant que la fenêtre existe. Et puis, ben, on va aller voir sur le load. Alors le load, voilà, ici, le lecteur NFC, il va faire un RFID Data Reader, la classe qu'on vient de voir, getFromConfig. Et si c'est pas nul, si on en a bien récupéré un, on va faire une assignation des événements. C'est un code qui est générique, qui n'est pas spécifique au RFID. Regardez au-dessus, j'avais un lecteur de smart card qui lit la norme AMC, hein, les CVQ, à partir de smart card. C'était exactement la même chose, on avait un getFromConfig, et si c'était pas nul, on appelait la même méthode. Si ça vous intéresse, on peut aller la voir, hein. Celle-là, elle est toute simple. Elle fait simplement associer les événements presented et removed à des méthodes qui sont ici. En l'occurrence, le presented, alors il va faire une invocation, ça c'est à cause du fait qu'on soit en mode interactif. Mais il va surtout faire ça, il va faire un send identity to SDA. Hop. SDA, c'est la partie service qui va recevoir cette information. Hein. Là on est un petit exe, il va l'envoyer à un service Windows sur une URL. Regardez, il va utiliser une URL ici, en passant le type et l'identité. C'est pas encodé ni rien du tout, ça se situe en local, sur la machine locale, il n'y a pas de protection particulière. Hein. Voilà, avec la valeur qui a été lue. Et c'est tout. On n'a rien à voir de plus là-dessus. Pour le faire fonctionner dans mon application, côté serveur cette fois, j'ai dû déclarer simplement le nouveau type. Et ça se faisait uniquement en base de données. Très simple. J'ai déclaré ici le RFID tag de type balise RFID. Enfin, le label c'est balise RFID. Et true parce que je ne veux pas que les interfaces affichent la valeur aux utilisateurs. Sauf en mode débugage, hein, si les applications sont compilées en debug, mais sinon je les masque de façon à ce que ça reste un peu plus confidentiel. Et vous voyez, il y en avait d'autres, hein. Il y avait la LMC et il y avait une carte de test. Ensuite, je dois l'affecter alors chez nous, on a des clients finaux, ce sont des structures, hein, des musées, des clubs de voile, des offices de tourisme, tout ça. Là, j'ai affecté à mon client numéro 19, il s'agit d'un club de test, un RFID tag, donc c'est cet identifiant ici que j'ai repris, hein, et je lui ai mis un nom, cette fois le nom que va porter ce type de carte pour ce client. Ce sera des badges et des bracelets. C'est tout ce que j'ai à faire. Sur le côté serveur, sur le côté interface, donc voici l'interface d'administration de la solution. Je suis sur un client et ici j'ai des cartes pour le client. Je fais une nouvelle carte, il va me demander le type. Donc ici je vais prendre une carte badge bracelet que je viens de définir. Je vais présenter une carte au lecteur. Ah pardon, j'ai oublié de mettre en route la solution. Je vais peut-être mettre en route la solution quand même. Hein. Alors ici, il faut que je ferme ça. Normalement, c'est un service Windows. Hein. Ici, il est démarré avec un token, tout ça. Et il faut que je mette en route mon petit client. Je crois qu'il n'est pas en route. Non, il n'est pas en route. Donc, je vais vous le démarrer aussi. Il est ici. Voilà. Je vais vous l'afficher d'ailleurs. Hop, ouvrir. Comme ça, on va bien voir ce qui se passe. Déjà, il s'est connecté sur le lecteur RFID sur le port COM 8 à 9600 baux. Ça, c'est ce que j'avais mis dans le fichier de config. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe quand je présente une carte. Hop. Voilà, elle est masquée puisque j'avais mis hidden égale true. Voilà, XXXX62. Et on voit que lui, il l'a reçu. Pour le moment, il n'en a rien fait parce qu'il n'y a rien qui l'utilise derrière. Maintenant, ici, je fais donc créer une nouvelle carte de type badge bracelet et je vais présenter la même carte. Voilà, vous voyez, la version encodée est arrivée jusqu'ici. Carte présentée, 62. OK. Voilà, c'est enregistré. Voilà, ici, bien entendu, je vous précise, hein, je n'ai pas précisé, mais ici, tout ça, ce sont des données de test, hein, il n'y a rien de réel hein, là-dedans, c'est de la démonstration, c'est fictif. Hein. Donc voilà, je vais retourner à l'accueil de mon club fictif, ici, de mon entité fictive, et je vais utiliser ici la recherche. On peut rechercher ici des clients, des produits, plein de choses, et ici, j'ai une recherche par carte. Quand je clique dessus, il demande de présenter une carte, je présente la carte, il va chercher, et il va m'afficher le client qui correspond. Donc j'ai effectivement utilisé mon RFID. Ça me permet, quand je suis au guichet, si la personne se présente, je lui dis simplement d'insérer sa carte et j'ai pas besoin de la rechercher. Mieux, ça fonctionne aussi avec le logiciel de caisse.
À l'échelle de caisse, encore une fois, ce sont des données fictives, c'est le même club, il n'y a rien de valable ici. Là, il me suffit simplement de ne pas avoir de... J'ai pas de bouton rechercher, il suffit que j'ai pas de pop-up ouverte. Si j'ai pas de pop-up ouverte, alors les pop-up c'est des choses de ce genre-là, hein, voilà. Si j'ai pas de pop-up ouverte et que je présente une carte, automatiquement, il va aller chercher et on voit l'interface de tout à l'heure qui s'affiche dans la caisse, avec effectivement notre bonhomme. Hein. Voici le montage final. Donc je suis parti de mon breadcrumb là et je suis venu mettre l'Arduino et les composants directement sur une carte. Alors j'ai pas utilisé un PCB dessiné spécifiquement pour ça. J'aurais dû le faire. Je l'ai jamais fait, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc ici j'ai utilisé un PCB plus ou moins de test où tous les trous sont déjà perforés. Je suis venu mettre l'Arduino dessus et j'ai branché les fils exactement comme dans la version breadcrumb. On voit sur le haut les résistances et puis vous voyez sur la carte RFID c'est encore les connecteurs, je crois que c'est les connecteurs Dupont ça, qui sont branchés. J'ai pas besoin de faire plus compliqué pour ma version. Voilà, mais ça, maintenant on va mettre ça. Les câbles, en fait, ils ont été dimensionnés pour entrer dans un boîtier. C'est pareil, vous voyez la LED RGB, j'ai coupé les pattes pour que ce soit plus court, pour que ça rentre dans le boîtier. Alors on va faire le boîtier dans Fusion 360. Ici avec une licence éducation, c'est une version de démonstration, d'éducation, hein, c'est pour vous montrer ce que ça va donner. Ce ne sera pas exploité commercialement, puisqu'en fait, commercialement, on exploitera des vrais lecteurs qu'on aura achetés, non pas des lecteurs faits en Arduino. Par contre, pour chez soi, c'est toujours intéressant. Alors, je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes. Je vais pas refaire la modélisation parce qu'elle est très longue à faire. Je vais simplement vous montrer ce qui a été enregistré. Ici, vous voyez en bas, hein, tous les éléments qui sont... il y en a pas mal. Je vais d'abord m'occuper du boîtier du fond. Je m'occuperai du couvercle que dans un second temps, avec des composants. Alors, premièrement, j'ai fait une esquisse et une extrusion, ce qui m'a permis d'obtenir la forme principale du boîtier. J'en ai fait un shell pour en faire un petit creux à l'intérieur. Avec une deuxième esquisse, je suis venu ici placer des picots. Alors, je vous montre en scrollant un petit peu. Voilà, ça me donne des picots ici. Ici, j'ai créé, avec des nouvelles esquisses, j'ai créé le trou qui va permettre de passer le câble USB, de façon à l'alimenter et à fournir les informations au PC. Je continue. Là, je suis venu mettre des supports qui vont venir mettre... Alors, en fait, je ne vous ai pas expliqué, mais en bas, on va mettre la carte qui supporte l'Arduino. Et au-dessus, ici, on va venir mettre la carte de lecture RFID, le lecteur RFID. Donc là, je suis en train de mettre des éléments pour pouvoir supporter cette carte. Des petits picots qui vont me permettre effectivement de la clipser sur 3 côtés. Hein, je mettrai de la colle pour être sûr que ça clipse bien, même si normalement ce sera déjà assez serré. Vous voyez que je mets un petit effet au niveau des picots pour la solidité, pour pas qu'ils cassent facilement quand on va mettre la carte. Bon, là je fais différents effets cosmétiques, pareil, hein, c'est surtout pour enrichir la solidité, pour faire que ce soit plus solide. Ici, j'ai venu faire un trou. Vous voyez, c'est le trou où j'ai placé la LED. Hein, on va voir ici, vous voyez, j'ai fait une espèce de cône. Hein, je ne l'ai pas fait en direct. J'ai fait un cône qui va me permettre de placer la LED avec de la colle chaude. Hein. Ensuite, bon, des effets cosmétiques. Je fais des arrondis pour que ce soit plus joli. Hop, là, je suis venu mettre 2 blocs complémentaires qui vont permettre de venir fixer le couvercle. Le couvercle, je vais le fixer par 2 coins opposés. Donc, je viens mettre des petits picots qui vont me permettre dessus. Alors, ils font 4 mm. C'est important parce qu'en réalité, je vais mettre 2 étapes. Il y aura 2 espèces de couvercles. Un vrai et un intermédiaire. Donc, pareil, un petit peu de renfort. Un chanfrein en haut pour que ce soit plus facile à clipser. Là, j'arrondis tous mes effets pour que ce soit plus propre. Et c'est plus solide aussi. Hop. Ensuite, ici, on a créé un nouveau composant, le liseré ici. Et c'est un nouveau... vous voyez, je l'ai mis d'une couleur différente et c'est pas anodin. Hein. Les couleurs sont les couleurs réelles. En réalité, je vais faire le boîtier en bleu. En fait, je vais faire en bleu pailleté. Et ici, le liseré qui est blanc, il va être réalisé en TPU. Je vais utiliser effectivement un plastique un peu plus souple. Ça va faire
Bon, ça va pas tout à fait un joint, mais ça va faire un peu cet effet-là, qui va me permettre d'avoir déjà que ce soit beaucoup plus joli, et puis que l'ajustement soit meilleur. On continue. Donc maintenant, je crée le composant couvercle. Le composant couvercle, alors voilà, il est fait de la même façon, hein. Encore une fois, je fais une projection et puis je fais une extrusion. Je fais les arrondis pour qu'ils soient propres comme l'autre côté. Je viens ici, j'ai importé un DXF que j'ai exporté du RFID, donc c'est-à-dire que j'ai pris un logo RFID sur internet, je l'ai mis dans un logiciel vectoriel, Inkscape en l'occurrence, et je l'ai vectorisé et j'ai exporté une version DXF que j'ai importée ici pour extruder. Je fais des petits arrondis encore une fois, c'est plus propre. Et ici, je suis venu faire un trou qui va me permettre de positionner un logo. Au début, j'avais mis le logo directement dessus. Je comptais l'utiliser en utilisant du changement de couleur d'impression, mais j'utilise une artillerie Sidewinder X1, et malheureusement, la commande qui permet de faire correctement les poses pour changer les filaments, pour changer la couleur, le M600, le G-code n'existe pas. Alors, en tout cas dans le firmware standard, ce qui est très très pénalisant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait le logo séparément, et en plus ça me permettrait de changer le logo si j'ai envie d'en faire un autre sans avoir à retoucher au reste, et puis je vais le faire à part. Donc on y va, le logo. Donc j'ai fait comme tout à l'heure pour le logo RFID, je suis venu prendre le logo de ma société, hein, même si encore une fois je répète, c'est pas pour un usage commercial, c'est juste une démo, hein, une démo juste ici. Ce logo, je l'ai vectorisé. En fait, je l'avais déjà en vectoriel. Donc, j'ai juste exporté en DXF. Ou je crois que j'ai même importé directement le SVG. Et puis, je fais pareil, je fais des extrusions. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez le logo avec AOU. Et puis, j'ai mis un petit peu de couleur pour que ce soit propre. Et puis, je l'ai positionné au milieu. Bon, ça a peu d'importance, c'est juste pour le rendu. Ce qui va me permettre derrière d'exporter chacun des corps, hein, qu'on voit ici, les corps de chaque composant, et de les imprimer séparément. On peut peut-être voir ce que ça donne avec un petit rendu. Voilà. Très beau boîtier. Il ne reste plus qu'à imprimer et à mettre nos composants à l'intérieur. Alors, l'impression n'a pas fonctionné du premier coup, évidemment. J'ai fait plusieurs prototypes, j'ai fait plusieurs tâtonnements. Ce que je vous ai montré sur Fusion 360, c'est la version finale. Beaucoup d'essais entre deux. Donc, j'ai commencé par faire simplement un cube que j'avais extrudé, et j'étais venu placer la première étape, première marche en quelque sorte, pour venir mettre en place la carte RFID. Donc, ça faisait ceci, c'est-à-dire qu'on a effectivement un cube, et on a une marge ici, là, comme ça, tout le long, avec les picots en haut et les picots en bas, qui ici sont en partie cassés. Et également quand même la fente pour le lecteur, pour le câble USB. Donc voilà, c'était la première version. Elle est pas terrible, il y a eu des problèmes d'impression, la buse avait des soucis, c'est très friable, hein, il y avait un problème de flux. Bon, ça a donné quand même une idée de la forme, j'ai pu essayer. J'ai donc vu déjà que la hauteur était beaucoup trop importante et que les picots étaient mal placés. Donc j'ai fait une version avec les picots qui étaient mieux positionnés et moins hautes. Ça donne ceci, hein, si je vous montre là. Vous voyez, on voit beaucoup mieux les différents picots de positionnement. J'ai également ajusté le niveau pour le lecteur le câble USB, décidément j'y tiens. Encore une fois, des problèmes d'impression. Ici, j'ai même eu le fond qui s'est décollé. Troisième étape, j'ai fait celle-ci. C'est une version qui est découpée, il n'y a pas tout. C'est fait exprès, c'est pour économiser de la matière pour le prototype. Simplement, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir une grande marche, je n'avais plus que quelques îlots qui me permettaient de venir mettre chacune des versions pointées. On voit bien les picots, ce qui permet d'insérer la carte plus facilement et de faire plus facilement les essais. J'avais quand même imprimé la version avec l'USB, le câble USB, et c'était la première fois que je mettais en place ici le trou pour la LED. Hein, Kony qui m'a permis de faire les premiers tests de la LED. Donc c'est pas mal. On voit aussi que les picots sont beaucoup plus longs, pardon, et que la carte tenait déjà pas mal avec ça. Quatrième version,
c'est à peu près la même. J'ai fait des ajustements et j'ai en plus commencé à venir mettre les éléments pour supporter le couvercle, hein, avec les picots. On voit ici, hop, vous voyez sur le côté une colonne. Alors bien sûr, j'ai pas imprimé le contour ici pour économiser du plastique et puis du temps d'impression, hein, surtout. Donc voilà, avec le picot au-dessus. Et de l'autre côté, pareil, on a une espèce de tour avec un picot au-dessus. Hein. Le reste, c'est des ajustements. Alors, la dernière version, le dernier prototype, c'est celui-ci. Alors, vous voyez déjà le liseré blanc, j'en parlerai après, c'est parce qu'il est déjà collé, donc je peux pas vous le présenter séparé. Mais là, j'avais une version qui me semblait être complètement correcte, c'est-à-dire que celle-ci m'avait semblé bonne, avec un ou deux petits ajustements près. Donc, j'ai lancé une release candidate, en quelque sorte. Donc, je vous la montre ici. Hein. Vous voyez, on a les éléments qui sont positionnés, on a les picots. Hein, donc ça c'est l'élément pour poser le truc, et bien sûr l'USB qui adoucit hein, par rapport aux versions précédentes, hein, et le support de la LED. Alors on voit hein, tous les éléments sont adoucis, hein, y compris à l'intérieur ici. Hop, je vais vous montrer comme ça. Hop, voilà, ici ça c'est adouci, c'est plus des carrés. Hein. Tout est adouci de façon à ce que ce soit plus solide et plus joli. Hein. Et alors le liseré, donc c'était le premier essai, c'est le deuxième essai que je faisais parce que le premier essai n'avait pas fonctionné. C'était un problème de réglage de l'imprimante. J'ai fait le deuxième. Malheureusement, je l'ai déjà collé ici, donc je peux pas vous montrer ce que ça donne. Donc je l'ai collé avec de la néoprène, hein, tout simplement. Je pense que de la glue aurait été mieux. Hein. C'est donc, comme j'avais indiqué, c'était un plastique souple que j'ai utilisé. Hein. Alors on le voit, je sais pas si vous allez le voir ici. Hein. On voit, hein, c'est pas... Voilà, c'est un plastique qui est plus souple. Ça fait un espèce de joint. C'est pas un vrai joint, attention, hein, il n'empêche rien du tout de passer. Hein. Mais c'est l'effet que ça donne. Alors ensuite, je me suis penché sur les problèmes du couvercle, hein, une fois que le liseré était bon. J'ai fait un deuxième essai, il a servi à la version finale, vous verrez après. Je me suis donc occupé des couvercles. Le premier couvercle, le voici, je vous le montre ici. Voilà, avec le logo AOU déjà qui était intégré dedans, le RFID, alors on voit pas trop les adoucis, hein, c'est un peu rugueux, mais voilà, ça rendait pas mal. Son problème c'était les trous, ici, ils étaient trop larges. Hein. Si je le mets sur une version imprimée, ici, ça ne tient absolument pas. Hein. C'est beaucoup trop large. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour les liserés, c'est aussi pour ça que j'avais dû imprimer une deuxième version, c'était la largeur des trous qui était trop importante. Bon, à part cette largeur des trous, c'était pas mal, et je voulais aussi essayer l'impression de deux couleurs, de deux niveaux de plusieurs couleurs en fait, pour pouvoir faire l'effet du logo. Donc je l'ai imprimé sur la Dagoma plutôt que d'imprimer sur l'artillerie. Ça n'a pas vraiment marché, je vous montre le résultat. Voilà, alors ici. Donc il est imprimé en verre, c'est pareil, hein, c'est du philo 3D, c'est un plastique recyclé. C'est un plastique recyclé, mais franchement, c'est pas terrible. Mais enfin bon, du coup, je m'en sers comme pour les prototypes. Ici dessus, c'est pareil, c'est un philo 3D type chrome, tout simplement parce que ça fait partie de mes fils d'essai. Je l'ai pas fait en orange, j'étais sur l'autre imprimante. Le résultat est pas terrible. Si, on a la forme, on a le logo. Bon, je me suis trompé de couche. Hein. J'aurais dû faire une couche plus loin, ça aurait dû être vert, et ça aurait dû être ici que c'était coloré. Bon, c'est pas grave, à une couche près. Mais surtout, ici, les trous, ils sont à la bonne dimension, mais la qualité de l'imprimante est pas suffisante, et ils sont pas assez précis, et ça rentre pas, tout simplement. Si j'essaye de le clipser, voilà, ici, ça ne rentre pas. Pourtant, c'est la bonne dimension, les trous, mais l'imprimante n'est pas suffisante. Donc, dernier prototype pour le couvercle, celui-ci, avec le logo qui est plus présent, puisque je l'imprime séparément sur la Dagoma, où là, j'ai pas besoin de trop de précision. Et effectivement, celui-là, il est bien, il est adouci, tout ça, et on a les bonnes dimensions. Ici, si j'essaye de le mettre, hop, ça rentre impeccable. C'est pas difficile à retirer, hein, le but c'est pas de coincer non plus, mais ça rentre impeccable. Donc, du coup, boîtier final, je vous le présente. Le voici, ici avec le câble USB, puisque c'est déjà branché. On a je vous montre ici, hein, voilà, finition, le liseré, hein, et puis le logo RFID et le logo AOU. Alors, il y a le câble, parce que il est branché, il y a déjà l'électronique dedans, donc on va regarder. Alors, il faut que je le déclipse. Ah, ça tient mieux, hein. Voilà, hein.
je vous montre ici. On a au fond, je ne sais pas si on voit bien, voilà, comme ça, au fond, on a la carte avec l'Arduino, hein, la carte RFID qui est au-dessus, l'arrivée USB, là, hop. Voilà, pas de souci, on peut le rebrancher. Hein, et puis la LED qui est à l'intérieur. En termes de colle, je vous avais dit que j'avais collé le liseré avec de la néoprène. Voilà, c'est effectivement ce que j'ai fait aussi sur la version finale. Là, ça tient pas mal, c'est plutôt propre. J'ai collé les cartes, je les ai bien sûr mis sur les taquets, mais pour être sûr, j'ai utilisé de la colle chaude. Hein, parce qu'à l'intérieur, on s'en fiche de la qualité. D'ailleurs, on en voit, il y a sur les fils ici, là, voilà, ici, sur les fils ici, c'est de la colle chaude pour être sûr qu'ils ne sortent pas de la boîte. Hein, au cas où. Et enfin, le logo, ici, le logo AOU, je l'ai collé avec de la superglue. Voilà. Et donc, je peux, hop, refermer, et j'ai mon petit boîtier. Il me reste à vous le montrer en fonction. Alors, je vais vous faire la démonstration, ça va être le même scénario que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais assigner une carte à un utilisateur, et je vais après m'en servir. Simplement pour vous montrer non plus directement sur l'écran, mais en vidéo, ce que ça donne. Donc, j'ai mon lecteur qui est ici, hein, qui est branché sur cet ordinateur-ci, qu'on voit ici sur l'écran. Il y a dans le système tray, alors il y en a plein qui sont affichés, mais il y en a un seul, c'est mon petit lecteur comme j'avais montré la dernière fois, et le service qu'on ne voit pas, puisque là il est lancé réellement en service, donc ça reste relativement transparent. Je suis sur un utilisateur fictif, je fais une nouvelle carte, je choisis une carte de type badge bracelet, et il me demande de présenter une carte. Donc je vais présenter celle-ci. C'est passé vert un instant, et il m'affiche sur l'écran carte présentée 62. OK. La carte, alors ça recharge, la carte est ici. Et effectivement, alors là il me demande de mettre à jour les mots de passe, je m'en fiche. Si je viens sur l'accueil et que je fais une recherche par carte, je présente cette carte-là. Alors là, la différence de la dernière fois, c'est qu'il y a une caméra qui s'affiche, puisque depuis cette époque-là, on a également des identités par QR code. Bon, là, ici, c'est pas le cas. Moi, je vais juste présenter ma carte. Elle s'est allumée en vert ici. Et je suis bien arrivé sur mon utilisateur. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre plusieurs cartes au même utilisateur. Je vais mettre cette carte-là. Alors, là, je suis en carte mail. Il faut que je lui dise que c'est une carte badge bracelet. Hop. Voilà, c'est passé rouge un instant, puis c'est passé vert. Il a plus de mal à lire ce badge-là. OK. C'est bien enregistré. J'ai bien l'élément qui est à jour. Alors, il propose encore de mettre à jour. Je vais juste faire quelque chose, c'est que je vais l'assigner à un autre utilisateur pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je prends un deuxième utilisateur. Je vais lui ajouter une carte et je vais présenter, alors, badge bracelet bien sûr, et je vais présenter cette carte. Carte présentée. Numéro déjà utilisé. Effectivement, l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité de le mettre qu'à un seul. Sinon, derrière, vous ne pouvez pas retrouver ce que vous avez associé à la carte. Annuler. Dernière petite démonstration dans la caisse. Voilà, j'ai pas de pop-up ouvert, mais c'est pas très grave. Ici, je présente. Et voilà, j'y accède directement. Avec les deux cartes d'ailleurs. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, avec un produit fini qui est pas mal du tout. En look et puis en fonctionnalité, parce que ça fonctionne plutôt bien. Bien sûr, comme j'avais déjà dit en introduction, c'est pas pour un but commercial, même si la partie programme que je vous ai montré, alors pas ce que vous avez déjà vu avant, l'intégration dans AOU, ça je vais certainement l'utiliser, ce sera amélioré un petit peu, mais avec des lecteurs du commerce, selon deux modes, le mode qu'on a vu, qui est un mode série, et également un mode en tant que driver de clavier. C'est d'ailleurs le bonus qui va arriver après la conclusion. Je vous ai fait une petite partie qui permet d'utiliser le code qu'on a déjà vu, mais dans un programme séparé, et de s'en servir comme si ça remplaçait le clavier. C'est-à-dire que présenter un lecteur, une carte au lecteur, hop, ce sera l'équivalent de taper la valeur au clavier.
Résultat, on peut s'en servir pour, par exemple, sauvegarder des mots de passe dans un navigateur ou dans un autre logiciel, dans Excel ou des trucs comme ça. Comme ça permet d'avoir une protection, ça reste une protection par mot de passe, mais qu'on n'a pas besoin de mémoriser. On n'a pas besoin de connaître la valeur qui peut être complexe. Voilà, voilà. Sinon, j'ai rien de spécial à dire, sauf ce que j'avais dit à l'introduction. C'était un projet qui était assez long, qui était assez compliqué à réaliser, mais dont je suis très content du résultat. Aussi bien la partie programmation interne à l'Arduino que la programmation du logiciel. La partie montage électronique, alors comme je l'ai dit pendant la vidéo, j'aurais préféré faire un PCB avec une vraie forme et un vrai circuit, sans certainement pour une prochaine vidéo. Là, j'ai voulu essayer de le faire sur une plaque à trous. C'est très galère, c'est très difficile de faire les ponts entre deux pour les relier. Je pense que je ne ferai plus comme ça, hein. Et enfin, que ce soit pour le boîtier lui-même, que je trouve très joli et très sympathique. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la partie bonus. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis de mettre un pouce bleu à la vidéo, et bien entendu de partager sur les réseaux sociaux. Alors, petit bonus, je me suis dit que si vous aviez envie d'essayer de refaire la même chose, évidemment, vous ne pouvez pas l'intégrer dans AOU, vous pouvez l'intégrer dans vos propres logiciels ou tests, mais je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une petite version utilisable directement. J'ai pensé à utiliser ça comme un driver clavier, c'est-à-dire le fait de présenter une carte au lecteur RFID, le programme l'enverrait comme si on avait appuyé sur les touches de chacune des valeurs du code RFID. Ce qui fait que si on est par exemple sur un bloc-notes, on verra le code s'afficher. Ça vous permet par exemple d'utiliser comme gestionnaire de mots de passe. Vous avez dans votre navigateur web ou n'importe où, il vous demande un nouveau mot de passe, vous appliquez un badge. Et puis les fois d'après, quand il vous redemande le même mot de passe, vous rappliquez le badge. Il suffirait juste que votre service Windows soit en route. Alors je ne l'ai pas fait sous la forme d'un service Windows, tout simplement parce que c'est plus compliqué et tout le monde n'a pas forcément les connaissances dessus. Je l'ai fait sous la forme d'un petit programme WinForm. Ça va nous simplifier la démarche. Après, chacun le refait comme il a envie de le faire. En tout cas, c'est déjà utilisable sous cette forme-là. Donc, je l'ai fait avec Visual Studio Code, avec du gratuit. Donc, j'ai fait un .NET New de WinForms, ça m'a créé un projet dans lequel je suis venu, donc je vous l'affiche, hein, voilà, ça m'a créé un projet, alors sans le launch, sans le task, et sans le RFID task et Identity Event Arg, ça je les ai copié-collé depuis mon programme AOU, et je les ai adaptés. Le launch task et le JSON task, ils ont été générés quand j'ai compilé et quand j'ai lancé. Alors, allons regarder le RFID Task Reader. C'est la copie de ce que j'avais mis dans AOU. Donc évidemment, je ne dérive plus de je sais plus ce que c'était, Identity Reader, un truc comme ça. Hein, j'ai retiré cet élément. Et je suis venu, en fait, j'ai conservé la plupart des éléments à l'intérieur. Donc j'ai le handler qui me permet de déclarer un événement, c'est-à-dire quand une identité est présentée, et c'est le programme principal qui s'en servira. J'ai le port série, donc pour ça j'ai dû ajouter un package nugget sur system IO ports. Hein, pour les nuggets, si vous ne savez pas, vous faites CTRL-Shift-P, et ici vous avez Nugget Package Manager, Add Package, vous tapez le nom du package, et puis vous pouvez l'ajouter. Donc, le port série est toujours là. Le constructeur, il fonctionne de la même façon. Il a un port et des baux avec une vitesse avec des valeurs par défaut à 9600 baux. J'ai gardé le même code ici avec new serial, le try catch avec la méthode open close et l'abonnement au data receive. Les méthodes sont les mêmes. Le data receive, il lit de la même façon le port série, une ligne, il fait le trim, et puis il fait l'invocation de la méthode d'événement s'il y en a un. Le dispose, il appelle le close c'est le même, il fait des discards si c'est ouvert, et il fait un close si le port série est ouvert, et le open, il fait un open et un discard des buffers de la même façon. J'ai gardé le name, sauf que je l'ai appelé toString, même si là je ne l'utilise pas dans le code d'exemple, mais ça peut toujours servir. Je devais rider du coup, hein, puisque c'est le vrai toString. Et puis c'est à peu près tout. Alors il manque quand même une chose, c'est le... Alors, où est-ce qu'il est mon événement? Mon événement, il est décrit ici. Il prend un Identity Event Args. C'est pareil, je l'ai copié du précédent. Je l'ai mis dans un fichier à part. Identity Event Args, où j'ai juste mis le string identity. J'ai retiré le string card type, puisqu'ici, je me fiche du type de carte, j'en ai qu'un. Voilà, je veux juste passer une valeur. Et puis, j'ai fait un constructeur qui prend ça
qui prend une identité en paramètre. Voilà, alors on va pas aller regarder le programme, j'y ai pas touché, on va juste regarder le form.cs. Dans le form.cs, j'ai ajouté ici une variable privée pour mon lecteur RFID. Et dans le constructeur, enfin dans le constructeur, j'ai rajouté un new. Alors je l'ai écrit en C# 9, hein, si vous ne connaissez pas, c'est la même chose que mettre new RFID tag reader. Simplement là, il le déduit en fonction de la variable qu'on va affecter. Hein. Donc voilà, new, comme 8, j'ai même pas fourni la vitesse, puisque c'est 9600 par défaut qui me font très bien. Et comme 8, c'est toujours sur mon PC. Hein. Ensuite, je m'abonne à l'identité, à l'événement identité presented, sur une méthode qui s'appelle identity presented, qui est en dessous, qui prend donc, comme le définit le délégué, un sender et un identity event args. Et j'utilise une méthode standard des Windows Forms, sendKey, qui envoie des caractères directement, comme si on le tapait au clavier, avec sendWait. On peut faire soit send, soit sendWait. Mais send, il y a des restrictions par défaut, faut lever des éléments de priorité, de sécurité. Ici, sendWait, il n'y a pas besoin. Hop, je passe directement la chaîne de caractères identity. Et c'est tout. Donc, je vous propose de regarder ce que ça donne, sur un bloc-notes par exemple. Voilà, le programme est en route. Je vais présenter les cartes et on va voir ce qui se passe. Donc, je prends toujours les deux cartes d'habitude. Donc, la première. Voilà, vous avez vu, ça s'est affiché. Alors, on peut contrôler la vitesse à laquelle il envoie les caractères, mais bon, là, ça me suffit. On voit bien ce qui se passe. Il n'y a pas de retour à la ligne, puisque je vous rappelle, j'ai fait un trim et j'avais retiré ça. Hop, on va aller à la ligne nous-mêmes et on va taper le deuxième. Voilà. Alors vous pouvez laisser le retour à la ligne si vous voulez, par exemple pour les mots de passe ça peut être pratique. Je préfère quand même le laisser comme ça, moi on voit bien ce qui se passe. Et voilà, maintenant c'est terminé. Avec ça vous pouvez l'utiliser déjà le lecteur pour gérer vos mots de passe avec des badges.